L'heure de la revue de presse d'Europe 1. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour Dimitri. Olivier, très rares sont les quotidiens ce matin à avoir eu le temps de réagir avant le bouclage à ce nouvel attentat qui a frappé hier soir la Belgique. Oui, à une exception près, Dimitri, l'équipe. Pour des raisons évidentes, le quotidien sportif est effectivement le seul à pouvoir nous raconter ce qui s'est passé hier au stade de Bruxelles, théâtre de ce Belgique-Suède de foot, et cela mérite effectivement d'être lu. C'est à la mi-temps que les deux équipes ont appris la nouvelle, raconte Joël Dominguetti. Les joueurs suédois, en apprenant la mort de deux de leurs supporters, ont alors décidé de ne pas reprendre la rencontre, ce que les Belges ont immédiatement approuvé. Vers 22h05, le speaker du stade a informé le public que le match ne reprendrait pas, expliquer pourquoi il ne fallait pas sortir. La sidération a progressivement gagné le Heysel, plongé dans l'attente. C'est le moment choisi par l'ensemble du COP, où sont regroupés les ultra-belges pour scander « tous ensemble », avant d'allumer des milliers de lampes de leur téléphone en hommage aux deux personnes décédées. Et les fans belges ont poursuivi par des Sweden, immédiatement applaudis dans la tribune d'en face par les 100 supporters suédois. Voilà, on est souvent atterré par les agissements des supporters de foot. Eh bien là, chapeau bas. Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu besoin de les commander, ils l'ont fait tout seuls. Retour en France, Olivier, où le gouvernement adopte désormais un message de grande fermeté. Ah oui, Macron veut désormais un État impitoyable, annonce Le Monde, qui explique qu'après l'assassinat de l'enseignant d'Arras et sous la pression de la droite et de l'extrême droite, le président durcit le ton. Impitoyable, donc. Le mot rappellera aux vieux cinéphiles un western de Clint Eastwood, mais ce matin, il sonne surtout un peu faux à l'oreille de l'éditorialiste du Figaro. Certes, cette fermeté est bienvenue, écrit Guillaume Tabar, mais elle souligne, par le fait même, qu'elle n'était pas à son niveau maximal jusqu'ici. Or, une même attitude intraitable n'avait-elle pas été promise après l'assassinat de Samuel Paty, demande-t-il ? Impitoyable, l'exécutif cherche à relancer une bataille de communication autour de sa loi immigration qu'il a en grande partie perdue, poursuit Tabar. Ce qu'attend désormais l'opinion publique, toute sensibilité confondue, ce n'est plus une loi soi-disant équilibrée, mais une action résolument radicale pour maîtriser les flux migratoires. Et comme en écho, le Parisien aujourd'hui en France dénonce en une l'impossible expulsion des radicalisés. Le journal, qui a d'ailleurs fait les comptes, en 2020, écrit Timothée Boutry, 107 488 mesures d'expulsion ont été prises et 7 376 effectuées, soit un taux, Dimitri, de 6,9%. Oui. La France n'a pas les moyens humain et financier de sa politique, mais tout le monde s'en incommode, affirme un spécialiste au journal. 2020 qui était une année particulière, avec beaucoup de frontières fermées, ce qui explique ce chiffre historiquement bas. Mais vous avez raison, ça n'est pas très glorieux. Beaucoup de papiers également ce matin encore dans les journaux concernant la situation en Israël. Énormément de choses. Les envoyés spéciaux de vos journaux travaillent bien, assurent une couverture remarquable. Lisez-les. Mais ce matin, j'ai choisi, peut-être paradoxalement pour vous, deux papiers faits à Paris. Le premier dans l'Humanité. Ayed Keshit est allé à la rencontre des visiteurs de l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde ». C'est à l'Institut du monde arabe. Elle y a rencontré des visiteurs militants qui disent que leur démarche est une forme de résistance face à l'invisibilisation du sort des Palestiniens. Si l'on s'en tient aux nouvelles qui courent sur les réseaux sociaux, on a vite l'impression que la Palestine, c'est le Hamas, explique l'un d'eux. Or, on découvre que c'est un peuple qui a une histoire, une culture, une envie d'aller vers le monde. Et puis, à ces visiteurs, et à tout le monde finalement, on conseillera absolument l'interview de Delphine Orwiller dans Le Monde. J'ai le sentiment que beaucoup de gens sont otages par leur silence de l'idéologie criminelle du Hamas, déclare cette femme rabbin, voix du judaïsme libéral en France. Ce mouvement terroriste doit être condamné non pas malgré l'attachement de certains à la Palestine, mais précisément au nom de cet attachement. Certains me répondent « Mais qu'en est-il de ta dénonciation de la colonisation ?» poursuit Delphine Orwiller. Eh bien justement, je ne crois pas m'être tu. Nous sommes nombreux à avoir dénoncé les effets terribles de la colonisation. La société israélienne s'enivre parfois de son pouvoir ou manque cruellement d'empathie pour les Palestiniens, reconnaît-elle. Néanmoins, à aucun moment, je ne l'ai vu applaudir le meurtre d'un enfant appelé à l'anéantissement de l'autre. Les équivalences ont une limite, conclut Delphine Orwiller. Voilà, lisez cette interview de cette spectatrice engagée avant d'avoir une pensée pour l'un des plus grands penseurs contemporains. C'est le Figaro qui nous rappelle en une qu'il y a 40 ans disparaissait Raymond Aron,
Une conscience qui a souvent eu raison avant tout le monde et même contre tout le monde, raconte Guillaume Perrault dans le beau portrait qu'il lui consacre. Rare intellectuel dans l'après-guerre à ne pas avoir succombé aux sirènes des lendemains qui chantent ou de la plage sous les pavés. Moins l'intelligence adhère au réel, plus elle rêve de révolution, écrivait-il. Vous lirez cet hommage donc dans le Figaro. On est d'ailleurs surpris ce matin que ce journal soit le seul à saluer la mémoire de cet immense intellectuel. Pas une ligne dans l'IB, normal. Rien dans Le Monde, bizarre. Signe peut-être 40 ans après que certains préfèrent encore et toujours avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Magnifique, merci beaucoup. La revue de presse d'Europa signée Olivier Delagarde.